Vous vous dites peut-être que peindre un paysage, c'est quelque chose de simple. Il nous faut un paysage, un chevalet et une toile, on sélectionne une partie de ce qu'on voit, et on le reproduit sur la toile. Facile. Eh bien non. Si le paysage ressemble à la photo dans le fond, alors la peinture, elle serait plutôt comme ça. Vos yeux, les yeux humains, sont capables de voir beaucoup plus que ce que la peinture peut montrer. Si votre œil est capable de voir ça, alors la peinture peut reproduire seulement ça. On observe le même problème avec la photographie. Ce drapeau par exemple, vous savez qu'il est blanc. Mais le ciel sur la même image est tellement lumineux qu'il doit apparaître de cette couleur. C'est pas un cas si particulier, j'aurais pu prendre celui-là. Suivant l'environnement, un élément blanc dans la réalité peut apparaître vraiment sombre. Ici, pour des raisons de commodité, je prends l'exemple des valeurs, des écarts entre le clair et le sombre. Mais en fait, il y a un certain nombre de différences entre ce que peut voir un œil humain et ce que l'on peut faire avec de la peinture. En peinture, on a coutume de dire que le noir n'existe pas. On pourrait en dire tout autant du blanc. En effet, aucune peinture, si blanche soit-elle, ne peut concurrencer la lumière du soleil. De même que les peintures noires les plus élaborées renvoient toujours une petite partie de la lumière ambiante. Les peintres, conscients de ce fait, élaborent depuis les origines de cet art des artifices pour pallier cette limite de l'optique. Par exemple, Eugène Delacroix, considéré par l'Académie comme un maître de la couleur, usait d'une 50aine de mélanges de noirs distincts. En effet, pour surmonter l'obstacle du visible en peinture, Delacroix se servait de noirs colorés, dont il adaptait l'usage en fonction de ses gammes de couleurs. On peut voir cette variété de noirs comme une stratégie pour contourner l'impossibilité physique de peindre les tons les plus sombres. L'artiste sait par expérience comment les tons sont perçus lorsqu'ils sont posés côte à côte. Il s'efforce également de convaincre le public de l'intérêt d'utiliser la touche sans fondu pour que se réalisent des mélanges optiques. À une certaine distance, la touche se fond dans l'ensemble, mais elle donne à la peinture un accent que le fondu des teintes ne peut produire. À la même période, William Turner a essayé d'intégrer à la peinture les connaissances scientifiques de son époque en matière d'optique. Il consacrera une grande partie de son travail à montrer comment la transparence de l'eau et les reflets à sa surface affectent la perception des couleurs. Il s'y astreint d'abord dans son propre travail et tentera de transmettre sa compréhension des phénomènes lumineux par son enseignement. Il figure aussi parmi les premiers peintres à avoir réfléchi à l'exposition de ses travaux en fonction de la lumière. En effet, il exigeait que ses œuvres soient accrochées dans des endroits assez sombres et sans lumière directe. Ainsi, la perception des couleurs n'était pas altérée. Au XIXe siècle, les peintres les plus respectés appartenaient à l'Académie des Beaux-Arts. La reconnaissance par l'Académie imposait un certain nombre de conventions et de thèmes. À l'Académie, on accorde une valeur différente à la peinture en fonction du sujet qu'elle représente. Le sujet le moins reconnu est la nature morte, considérée par certains comme un exercice. Le paysage apparaît plus noble, parce qu'il demande un travail de couleur plus difficile. Viennent ensuite les portraits, considérés comme plus difficiles parce qu'il s'agit de montrer tous les aspects de l'identité d'une personne, tout en peignant une figure reconnaissable. À l'époque, c'est la peinture d'histoire qui est la plus noble, parce qu'en plus de réunir les difficultés présentes dans tous les autres thèmes, elle joue un rôle politique. Elle est d'ailleurs souvent une commande d'État. Conventionnellement, dans la peinture académique, on cherche à compresser l'ensemble des valeurs visibles par l'artiste dans l'éventail restreint dont la peinture peut rendre compte. À l'encontre de cette tradition, les travaux de Gustave Courbet font l'économie de cette adaptation. Courbet prendra les valeurs telles qu'elles se présentent. Si elles sont plus claires que la peinture ne saurait l'être, alors elles seront blanches. Si elles sont plus sombres, alors elles seront noyées dans le noir. Comme si la peinture de Courbet avait le devoir d'assumer sa propre nature, de refuser d'être une illusion ou un artifice. C'est la naissance du réalisme en peinture. Les raisons à l'origine de ces conventions pratiques en peinture sont de nature diverse. Elles peuvent être de nature esthétique. En effet, Turner s'imposera certaines règles, par exemple pour retranscrire un phénomène visible en couleur. Suivant des préoccupations plus politiques, un peintre académicien choisira ses tons pour célébrer de son mieux un événement historique qu'il juge important ou fondateur. Lorsque Gustave Courbet s'élève contre les conventions académiques, c'est aussi pour délivrer une conception politique, mais radicalement opposée. En effet, les tailleurs de pierre montrent une réalité contemporaine de l'artiste.
Des anonymes cassent des pierres depuis l'enfance jusqu'à la tombe. Courbet construit l'obscénité de cette réalité si discrète à l'époque, et surtout si éloignée des bourgeois amateurs de peinture. La fréquentation des penseurs anarchistes de son époque, Pierre-Joseph Proudhon en particulier, est un élément capital de sa conception. Il faut comprendre qu'il n'existe pas de peinture au XIXe siècle qui soit tout à fait neutre politiquement. Sur ce point, on pourrait comparer la peinture de l'époque à la presse d'aujourd'hui. Un type de peinture pouvait être compris comme une appartenance politique. Aussi, même l'exposition d'un paysage pouvait être jugée scandaleuse, s'il ne respectait pas les conventions en vigueur. Plus tard, les impressionnistes en feront l'expérience. Si les impressionnistes sont aujourd'hui perçus comme les précurseurs de la modernité, dans un premier temps leur peinture était jugée scandaleuse, ce qui n'était d'ailleurs pas toujours pour leur déplaire. L'impressionnisme est une double critique, celle de l'Académie jugée tyrannique, autant que celle de l'Empire détesté par ses peintres, fervents partisans de la République. Les peintres impressionnistes prenaient donc, autant qu'ils le pouvaient, le contre-pied des académiciens. Ils utilisent les illusions de perception des couleurs pour transcrire l'intensité d'une sensation, les tons rompus par leurs complémentaires quand les académiciens les rabattent avec du noir, une facture visible pour montrer la vigueur et la virtuosité d'un geste, au lieu de cacher le geste pour ne laisser paraître que le sujet. Une touche rapide sur un petit format. Ils peignent sur le motif, c'est-à-dire dehors, refusant l'atelier, ses artifices et l'excès de ses mises en scène. Il revendique une proximité avec le modèle. L'artiste impressionniste se fait le témoin de ce qu'il peint. Les impressionnistes montrent de l'intérêt pour les phénomènes visibles les plus évanescents. La lumière d'un coucher de soleil, les reflets à la surface d'un lac, le tumulte d'une société vivante, l'agitation des gens que l'on côtoie à l'occasion. Tout cela participe d'une revendication, celle de négliger, voire de mépriser une institution en position d'autorité, l'Académie et ses salons. C'est aussi le signe d'une aspiration joyeuse, mais radicale à l'autodétermination. La paisible société bourgeoise dépeinte par les impressionnistes apparaît comme une alternative heureuse à l'exercice autoritaire d'un pouvoir considéré comme illégitime et archaïque. Dans l'histoire de l'art, une phrase revient à différentes époques. Il faut revenir à la nature. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la nature ne peut en aucun cas être peinte ou représentée dans toute sa complexité. Alors, il faut peut-être comprendre cette phrase autrement. Il faut revenir à la nature signifierait peut-être davantage « Nous ne reconnaissons plus la nature dans cette représentation. Nous ne reconnaissons plus la réalité dans cette peinture. Nous voulons voir dans notre peinture un autre aspect du réel. » Comment s'étonner alors que les querelles de peintres au XIXe siècle et les discussions à propos d'images touchent tant d'autres domaines, politiques, scientifiques, littéraires ou moraux. Dans tous les domaines, la représentation du réel est un enjeu capital.